sur son doigt, est un Camerounais normal qui a aujourd'hui 71 ans, qui est né à Konolinga dans l'Union Infumou, a fait ses études primaires sur les lieux, secondaires dans les petits séminaires à Konomba, Ngolier, supérieur au grand séminaire de Hôtel Nkolison, à la fac de lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé et à l'Université de Toulouse-Muraille en France, ainsi qu'à l'Université de sciences sociales à Toulouse toujours. Et après ce parcours au niveau de la formation, j'ai récolté, bon, d'abord un BPC, un probatoire, un bac dans les années 67, puis un doctorat de troisième cycle en 77, un doctorat d'État en 89 en philosophie. Donc voilà, rapidement rappelé le parcours universitaire. Je me suis spécialisé en philosophie, bien que j'ai fait aussi à côté de la science politique à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Au niveau proprement professionnel, une fois recruté en 1978 comme assistant, j'ai fait le parcours tout à fait normal de franchissement de grades, comme chargé de cours en 80, maître de conférence en 92 et prof en 2009. Voilà. Donc, évidemment, il y a eu des ruptures dans la mesure où, en même temps que se poursuivait le parcours proprement universitaire, j'ai eu à engager un parcours professionnel administratif intégré dans l'administration de l'enseignement supérieur déjà dès les années 81. Et finalement, j'ai achevé le parcours hors université par le Sénat de 2013 à 2018, après être passé au gouvernement de 1997 à 2002, après avoir été aussi secrétaire général de deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur de 92 à 95 et le ministère de la Culture de 95 à 97. Donc, j'ai donc eu à chevaucher entre une carrière professionnelle de type administratif qui s'est achevé, enfin, oui, qui s'est achevé un peu une fois sorti du gouvernement. Une carrière aussi même législative, puisque je suis parmi les premiers qui ont pu être distingués pour participer à la création, à la mise en place de l'institution sénatoriale. Donc de 2013 à 2018. Et bon, je me rappelle, je n'entrerai pas dans les détails sur ce point de vue-là. Mais comme le montre le livre Un mandat au Sénat, il y a eu cette transition d'un type professionnel à un autre. Donc, des amphis où, évidemment, comme enseignant, je diffusais la séance à l'hémicycle où j'ai été comme sénateur enrôlé dans la commission des lois constitutionnelles, faisant office de rapporteur de la commission en question. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a aidé à essayer de mettre en place, sur pied, ce livre, Un mandat au Sénat, où j'ai fait la recension des 96 textes de loi qui ont été votés de 2013 à 2018, donc au cours de la première mandature. On reviendra sur le livre plus tard. Oui. Quels sont les champs de recherche qui intéressent particulièrement le professeur Pius Sonto? Évidemment, en tant que philosophe, c'est d'abord l'essence même de la philosophie. Il est vrai qu'il y a des débats
qui ont beaucoup, enfin, qui se sont déployés, à savoir l'obsolescence, l'inutilité, la non-pertinence de la réflexion philosophique dans un monde qui est appelé, n'est-ce pas, à devenir de plus en plus rationnel, de plus en plus opérationnel. Mais mon intérêt pour camper la philosophie comme discipline indispensable est lié au fait que précisément, à partir de la... Une fois qu'on aura dit que la philosophie est devenue obsolète, on voit très bien que cela est complètement faux. Et cela se vérifie dans la situation où nous sommes, où l'on pensait précisément devenir Dieu à la place de Dieu, mettre Dieu en congé, mais finalement, il se retrouve à la fois nié, auto-nié, nié par lui-même, dans le cadre même de ses projets. Et donc, il faut de revenir donc essentiellement à ce que c'est que l'homme, qu'est-ce qu'il est en termes de valeur, en termes de contexture, en termes de texture, en termes de téléologie, de finalité de son existence. Ça ne se donne, tout cela, que dans la réflexion philosophique. Les autres réflexions étant des réflexions sectorielles qui finalement rendent opérationnel dans un domaine, mais ne posent pas la question de tout et du sens de ce tout et de la finalité de ce tout. Donc le premier axe, c'est d'abord cette philosophie-là. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Deuxièmement, mais l'être homme au présent. Comment vivre? Et on voit très bien que on pensait qu'il avait abandonné définitivement l'état de nature. Mais nous voyons un reflux permanent à l'état de nature, c'est-à-dire cet état de violence, cet état où l'homme est un loup pour l'homme, comme le disait, n'est-ce pas, Hobbes, et où finalement, vous voyez très bien que la réalité administre, n'est-ce pas, l'existence des clivages, des antagonismes, des violences, des génocides et tout. Ce qui signifie que précisément, lorsque ça se déploie, lorsque ça se déclenche, on n'a pas pris en compte l'essence de l'humain, la valeur de l'humain, qui est une valeur absolue, qui est une transcendance. Et donc, l'être homme, on ne peut réellement le réaliser que si on met en place des conditions les meilleures possibles pour que l'homme, précisément, se reprenne en tant que transcendance, se reprenne en tant que celui qui donne sens et qui donne orientation à l'existence globale. La sienne propre, déjà, mais aussi l'existence de la société et même de la civilisation dans son ensemble. Et c'est le volet politique de la réflexion philosophique que je mène parce que, bon, toute philosophie, je l'ai d'ailleurs défendue comme thèse, la philosophie est nécessairement politique. Elle ouvre nécessairement à la réalisation à la fois de l'homme dans une société et de la société pour un homme en respect de ce que c'est que l'homme avec ses valeurs, avec ses desiderata, certes, mais avec ses possibilités, notamment la rationalité. Et comme autre axe majeur, c'est comment gérons-nous donc non seulement cette coexistence. Et je crois qu'il y a un ouvrage qui parle du vivre ensemble harmonieux que j'ai commis, mais en dehors de ce vivre ensemble harmonieux, comment vivons-nous avec la nature? Comment réalisons-nous le devenir maître et possesseur de la nature? Est-ce à titre destructif et finalement catastrophique? Ou est-ce pour se réaliser en permettant à la nature elle-même de ne pas connaître une extinction, une apocalypse qui finalement emporterait et la nature et l'homme? Il y a là tout un axe de recherche et il y a aussi un ouvrage qui a été un peu commis là, à savoir, bon, à partir de la crise du climat, comment penser, n'est-ce pas, la nouvelle mise en valeur de la nature? Faut-il la détruire parce que nous avons des désirs qu'il nous faut combler rapidement, ou
faut-il faire en sorte qu'il n'y ait pas de destruction, qu'il y ait possibilité qu'il y ait toujours une nature, et notamment pour les générations qui vont venir. Tout ce qui est mis en œuvre en ce moment dans le cadre de la réflexion sur le dérèglement climatique participe de cette conscience que si jamais, n'est-ce pas, nous détruisons le cadre, nous nous détruisons nous-mêmes, et c'est une irresponsabilité extrêmement grave. Elle est attentatoire à l'humanité et attentatoire au cosmos, et il est temps précisément de prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer à voguer, n'est-ce pas, dans une technophilie irresponsable qui mettrait en danger et l'homme lui-même et le cadre dans lequel l'homme évolue. Et un dernier axe, c'est celui du sens même de cette évolution, notamment de cette évolution de l'homme. Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment-ci du transhumanisme, de l'augmentation de l'homme, on parle du post-humanisme, qui ne nous définissent pas encore avec clarté ce que l'homme finalement sera, encore que ça ne résout même pas la question fondamentale de savoir si ce sera encore un homme. Mais qu'est-ce que l'homme? Ce n'est pas cet appel de l'avenir, ce n'est pas ce dépassement de soi. Et lorsque on créerait un homme où il y aurait pour lui une compacité ontologique, comme je l'appelle, c'est-à-dire une ontologie du plein. Donc, il n'y aurait plus d'appel à quoi que ce soit, puisqu'on est plein. Mais on est plein de quoi? Alors, qui a rempli? C'est ceux qui créent donc, n'est-ce pas, cet homme plein, qui transfèrent ce qu'eux ils sont, alors qu'ils sont vides. Et il y a là toute une question. Peut-on créer le plein alors qu'on est vide soi-même? Mais à quoi sert ce plein si finalement ça n'appelle à rien d'autre? Et si finalement aussi, dans le cadre de l'existence sociale, il y a des décrochages, tels que tout le monde ne pouvant pas être plein, il y en a qui resteront désespérément vides. Et s'il y a donc une gestion sociale où il y a des structurellement discriminantes, telles que certains deviennent augmentés, pleins, post-humains, pendant que les autres sont finalement infra-humains, il y a là une question fondamentale pour le philosophe. Et le philosophe que je suis ne peut pas esquiver les problématiques comme celle-là qui nous amènent à nous interroger. Et il faut que cette réflexion-là continue, qu'elle se développe même. Encore que l'actualité, en ce moment, nous amène à nous poser le problème du devenir homme plein, du devenir plein d'hommes, au moment où un seul virus, n'est-ce pas, déstructure et l'homme et toute sa civilisation. La civilisation du productivisme qui est en mal, qui est en danger, l'économie est en danger, l'homme lui-même est en danger, dans la mesure où il ne sait même plus s'il peut se projeter, parce que la vitalité massacrante du virus est telle que on est là, on ne peut même pas savoir si demain on sera encore là. Il faut voir comment on gère là. C'est pour le moins inquiétant. Et justement, l'essence de la philosophie n'est pas de donner de l'assurance définitive, mais de susciter l'inquiétude que l'on puisse s'inquiéter sur sa propre condition humaine.